stato molto bravo Schneider che poi subisce fallo, ma c'è la norma del vantaggio. Eto'o trova Milito, vanno avanti i due attaccanti principi dell'Inter. Milito, una finta in area, ancora è il principe Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale, questa coppa. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Focus. Plaisir de vous retrouver pour l'un des derniers épisodes de la saison de la Beneamata. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast un peu plus particulier qui dit le mois de juin, dit l'été, qui dit l'été, dit le mercato d'été du coup qui a déjà ouvert ses portes exceptionnellement avec la Coupe du Monde des clubs qui fait son apparition. Donc le mercato d'été a déjà débuté, l'Inter a déjà été actif sur ce mercato d'été. On va en parler et surtout, on va faire notre mercato idéal parce que vous avez vu un peu ce qui circule sur les rumeurs du côté de l'Inter. Et bien, nous aussi, on va se prêter au jeu avec notre mercato idéal et quand même, bien évidemment, réaliste de ce que l'Inter devrait faire pour nous sur le marché cet été avec Christian Kivou comme nouvel entraîneur. Et pour le faire, j'ai Loïc Moreau qui revient après le podcast contre la Juventus. Comment ça va, Loïc? Salut Karim, ça va, écoute, comme tout bon interiste qui se respecte, j'essaye de me guérir des blessures récentes et c'est pas forcément facile. Ah, c'est pour ça qu'il faut transitionner avec cette nouvelle saison, comme on dit, Loïc. Le passé, c'est le passé, la présent, c'est Exactement. le futur. Déjà un peu avant d'introduire, avant que je présente le programme à nos auditeurs, oui. Euh, Ça va un peu dans ce lien du mercato. Cette fenêtre pré-Coupe du Monde des clubs, on peut appeler ça comme ça, qui a permis à l'Inter d'enregistrer déjà 2 nouvelles recrues pour ce, pour ce début de mercato. Qu'est-ce que tu en penses brièvement, Loïc, de cette fenêtre, que ce soit pour l'Inter ou même pour l'intégralité des clubs européens? Bah écoute, après, c'est bien et pas bien parce qu'en fait ça te scinde le mercato en deux. Donc encore une fois, tu vois, t'as l'impression d'avoir des règles qui ont été faites pour les clubs super puissants, donc ceux qui vont participer à la Coupe du Monde des clubs. Donc c'est un peu un mercato à deux vitesses, on va dire, comme d'habitude. Mais bon, avec la FIFA, on commence à être habitué à ce football à deux vitesses. Après, effectivement, pour ces clubs qui sont engagés en Coupe du Monde des clubs, c'est plutôt bien parce que ça a permis parfois de faire arriver les joueurs peut-être un peu plus tôt, de les tester aussi parce que bon, mine de rien, on a au moins 3 matchs de prépa qui permettent justement de jauger les nouvelles recrues. Mais dans le cas de l'Inter, je trouve que ce qui est aussi intéressant, alors après, on va voir comment ça va s'articuler, mais c'est de pouvoir voir aussi où en sont les petits jeunes, ceux qui sont destinés à éventuellement entrer dans la rotation la saison prochaine sous Christian Kivou. Euh, donc on ouvre un nouveau cycle avec le Roumain. On n'était peut-être pas préparé à le faire aussi vite, mais bon, voilà, la décision de Simone Inzaghi de quitter le club a précipité un peu tout ça. Donc, on va dire qu'il y a peut-être peu d'avantages sur le papier à voir Christian Kivou prendre les manettes plutôt que Simone Inzaghi, mais l'un d'entre eux est forcément la part qu'il accordera aux plus jeunes. Et ça, moi, j'avoue que c'est assez intéressant. J'aimerais bien voir ces petits jeunes jouer au moins lors des 3 matchs de poule là, de la Coupe du Monde des clubs pour voir à peu près si justement on peut compter sur eux pour la saison prochaine. C'est ça. Et justement, ces petits jeunes, on va en parler justement dans notre mercato idéal parce que ils vont être l'un des sujets importants de cette partie. Sans tarder, je vais dire à nos éditeurs donc le programme qui nous attend pour ce podcast. On va déjà faire les départs confirmés. On a 4 joueurs qui sont officiellement partis de l'Inter, donc qui seront entre guillemets non considérés dans notre mercato idéal parce qu'ils sont déjà considéré comme parti. Et on a évidemment, donc dans la réflexion, on a intégré Peter Sosic et Luis Enrique, que ce soit dans la réflexion mercato et dans la réflexion comptable, parce qu'on a quand même essayé de garder cette partie comptabilité, cet aspect financier qui sont pour l'Inter, parce qu'il y a des objectifs de mercato qu'on va annoncer dans quelques minutes. Et on fera ensuite du ligne par ligne, on fera tous les joueurs par ligne, et on fera notre squad de joueurs qui restent et notre squad de joueurs qui quitteront l'Inter, que ce soit en prêt ou définitivement.
Loïc, déjà, comme je dis, on va commencer par les objectifs quand même de ce mercato de l'Inter, parce que en trifouillant à droite à gauche, on sait que avec le départ de Simone Inzaghi, il y a eu quand même cet aspect de nouveau cycle du coup qui s'est ouvert. On entame un peu le troisième cycle de l'Inter sur les dernières années, qui a commencé avec Sunning de 2016 à 2020, on va dire. On a eu ensuite le second cycle. Donc là, c'était le cycle, on va dire, prospère, où l'Inter dépensait énormément sur le marché des transferts pour grandir. Ensuite, il y a eu le cycle de restrictions financières et d'austérité de 2021 qui s'est étendu, on va dire, encore jusqu'au mercato précédent. Et ensuite, là, on ouvre on dirait, un nouveau cycle avec Octree en tant que propriétaire et leur premier mercato, puisqu'il est arrivé sur le tard l'année dernière, avec cet aspect de valorisation de jeunes joueurs, créer des actifs financiers pour permettre au club de pouvoir rebondir et surtout d'avoir des possibilités de revente à l'avenir en cas de bonne offre, en cas de très bonne offre, comme on a pu voir sur les dernières années. Hein, Hakimi il pouvait être un de ces exemples-là. Donc, qu'est-ce qu'attend Octree sur le mercato de ce que j'ai pu voir, et tu me compléteras Loïc, on a déjà quand même la volonté d'abaisser le coût de l'équipe. Donc, par coût de l'équipe, j'entends les salaires de l'équipe plus les amortissements, donc les amortissements des indemnités de transfert que l'Inter paye pour différents joueurs. Euh, et par et par cela, il y a aussi la volonté de rajeunir cet effectif avec une moyenne d'âge qui tournait entre les 29 et 30 ans, donc quand même de baisser cette moyenne d'âge, pas de manière significative dès le premier mercato, mais voilà, petit à petit, entamer les travaux pour que cette moyenne d'âge diminue. Est-ce que tu veux compléter aussi, Loïc, par rapport aux objectifs d'Octree que les propriétaires ont fixés à Giuseppe Marotta et à Piero Osilio pour cet été? Bah écoute, non, je te rejoins tout à fait sur ce que tu as évoqué. Après, c'est vrai que là, on est plutôt, je pense, dans une vision un peu plus moyen long terme que sous Conte ou sous Inzaghi. Sous Conte, on se souvient, hein, il fallait une équipe compétitive immédiatement. On sait comment fonctionne Antonio Conte, donc il avait exigé de suite. En plus, à l'époque, il y avait un peu de sous à dépenser, donc il avait exigé tout de suite des joueurs avec une grosse expérience, avec des gros noms qui venaient soit des joueurs qu'il avait côtoyés lui à l'époque quand il était entraîneur en PL ou en Serie A. Et du coup, voilà, l'équipe avait été renforcée de suite. Avec Inzaghi, c'était un peu moins le cas, mais on l'a dit, Inzaghi était pas connu non plus pour faire jouer les jeunes, donc il aimait des profils confirmés. Et là, on sent que voilà, avec Christian Kivou, alors c'est aussi contextuel, hein, parce que voilà, Inzaghi s'en va. C'est l'occasion aussi de faire des économies sur le salaire de l'entraîneur, puisque Kivou il va toucher à peu près 3 fois moins que lui en indemnité, donc on fait des économies là-dessus. Et on se dit qu'avec Kivou, qui est un ancien qui a entraîné à peu près toutes les catégories de jeunes de l'Inter, voilà, c'est une personne idoine en fait pour gérer ça. Donc, on essaye de s'inscrire effectivement dans un cycle un peu plus long pour pas évidemment se retrouver un peu comme dans le cas de figure où on est cette saison, c'est-à-dire de devoir renouveler une grosse partie de l'effectif parce qu'on arrive à bout de souffle. Et le dernier match de la saison a montré que c'était même plus à bout de souffle, c'était complètement en apnée. Donc, donc oui, je pense que c'est ça la nouveauté qui va caractériser l'Inter sur les prochaines saisons. Après, moi, la chose qui me dérange toujours un petit peu, sur laquelle j'essaye d'être un peu prudent, tu vois, c'est comme on dit. Alors, effectivement, c'est bien de faire des économies sur les salaires, c'est bien d'avoir une politique qui met les jeunes au centre du projet. Euh, c'est bien de rajeunir la moyenne d'âge, mais encore une fois, est-ce que c'est à des fins sportives ou est-ce que c'est à des fins mercantiles? Alors, on peut essayer effectivement de faire cohabiter les deux, mais tu vois, il faudrait pas que ça devienne qu'on devienne uniquement un club qui serve à valoriser les joueurs et à faire en gros du trading, tu vois. Et je pense que c'est l'écueil à éviter. Donc là, on va voir. À mon sens, faut pas trop non plus chambouler l'effectif, mais effectivement, peut-être par petites touches, essayer de faire sortir, on va dire, les vétérans du 11 et de faire rentrer des joueurs un peu plus jeunes et qui vont entre guillemets performer sur le moyen terme. Mm.
Exactement, et ça va commencer directement avec les 4 départs qu'on a pu cibler, qui commenceront, qui sont déjà partis, et dont 3 d'entre eux, pardon, ont déjà trouvé leur prochain club. Donc Marko Arnautovic, 36 ans, qui libère sur le bilan financier, donc le coût de l'équipe, 10 millions d'euros, on va dire approximativement. On a Joaquin Correa, 30 ans, qui s'est engagé à Botafogo, qui libère 15 millions sur le bilan financier. Yono Tradou, qui libère 1 million sur le bilan financier par rapport à son salaire, qui s'engage au Celta Vigo. Et Martin Satriano, qui libère 306 000 euros sur le bilan financier, 24 ans, qui s'engage à Lens et qui devrait rapporter, selon l'information de Nicolas Chiera, 5 millions d'euros, plus je crois 20% à la revente, à la future revente. Donc on a les 4 départs confirmés. Avant d'attaquer quand même le reste de l'équipe, Loïc, sur ces 4 joueurs, bon, il y en avait 2 d'entre eux dont on attendait quand même vivement le départ, on va dire. On prépare la fête pour dans quelques jours. Voilà, sur les 4, c'est pas, on va dire, ça n'a pas rapporté des 50-60 millions d'euros à l'Inter, mais comme mentionné, ça a déjà libéré pour 2 d'entre eux 25 millions d'euros de coûts d'équipe sur le bilan financier. Ah ouais, et puis là, moi, j'ai fait péter le champagne pour 3 d'entre eux, hein, clairement. Le fait de voir Radu, je fais un lapsus, mais Arnautovic et Correa partir, au-delà du fait de se débarrasser, effectivement, comme tu disais, de joueurs qui pèsent, moins Radu forcément, mais plus pour les 2 autres de devant, qui pèsent dans la masse salariale. Enfin voilà, c'est un moyen aussi de tourner une page et d'exorciser beaucoup de choses qui beaucoup de mauvais souvenirs en fait de ces dernières années, pardon. Arnautovic, c'est une anomalie, hein, mettre 10 barres dessus déjà à l'époque, c'était complètement lunaire de la part d'Inzaghi et de la part du club. Bon, on n'a pas été déçus, hein, on se souviendra encore de ses prestats, notamment face à l'Atlético de Madrid l'année dernière en Champions League. Voilà, le mec, c'est quand même la preuve qu'on peut être joueur de haut niveau en ayant à peu près aucun talent, donc ça c'est fantastique. Pour Correa, bon, voilà, hein, j'ai envie de. Il y avait pas grand-chose à ajouter, hein, pareil en termes de nullité, on était quand même on avait atteint les sommets. Donc oui, c'est le fait de dégraisser, c'est top, et le fait de les voir partir. Enfin bon, voilà, je pense qu'on est tous. On- il y aura vraiment aucun regret à ce niveau-là. Maintenant, bon, faut les remplacer, et c'est ça qui est un peu plus touchy parce que effectivement, on l'a dit, ce sont des joueurs qui ont vraiment pas marqué leur passage à l'Inter, ni l'un ni l'autre. Mais après, voilà, ils faisaient partie de cette rotation, permettait de faire souffler de temps en temps sur des matchs moins importants le duo Lautaro-Thuram. Là, du coup, bah, forcément, tu as moins de backup, il te reste plus que Mkhitaryan. Donc on va dire que c'est un bon début, tu vois. C'est moi personnellement, je, je suis heureux de ne plus avoir ces joueurs-là dans l'effectif. Euh, Merci pour pas grand-chose, on va dire. Et après, bon, concernant Satriano, Radu, après, c'est des joueurs de complément qui ont jamais trop réussi à s'imposer. Et puis Radu, pour le peu qu'on l'a eu, voilà, c'est pareil, c'est Bologne, c'est que des mauvais souvenirs. Donc ciao, et après ça permet encore une fois de libérer un petit peu de masse salariale, mais on y reviendra. Il y a d'autres chantiers un peu plus importants qu'il va falloir gérer. C'est ça. Alors justement, on va commencer ces ligne par ligne. Alors déjà, je vais donner deux sommes de chiffres importantes. On a eu entre guillemets, le coût effectif avant tous les départs, toutes les recrues et les ventes. Donc on était de base à 100, avec Zalewski et Petar Sosic qui étaient rentrés dedans, parce qu'ils étaient venus entre guillemets payer le transfert était bouclé en hiver. On avait un coût d'équipe de 195 millions d'euros, 141 millions d'euros de salaire et 53 millions d'euros d'amortissement. Avec les départs libres de ceux qu'on a mentionnés, les ventes de cette réno, on va dire, plus les recrues de Petar Sosic et Luis Enrique et tous les retours de prêt qu'on a envoyés à droite à gauche. Et j'ai compté 5 joueurs de la Primavera. Bon, Saher, c'est pas ce qui coûtait le plus et il coûte rien d'amortissement. On est passé un coût d'équipe à 202 millions d'euros, 147 millions d'euros de salaire et 55 millions d'amortissement. Donc là, c'est aujourd'hui, on enregistre le 16 juin 2025, le coût de l'équipe est de 202 millions et le but, comme on a dit que c'est l'objectif, ça va être de baisser
le coup pour essayer très certainement d'avoisiner les 190, 185, 190 millions d'euros, entre guillemets pas moins, parce que là c'est quand même vachement détériorer la qualité de ton effectif. Mais en tout cas, le but c'est vraiment de descendre bien en dessous de ces 202 millions d'euros. Et du coup, on va commencer avec les joueurs donc, qui sont encore sous contrat du côté de l'Inter. Donc, on va commencer par le poste de gardien. On a 4 gardiens de but du côté de l'Inter pour commencer cette saison. Pardon, Yann Sommer, Josep Martinez, Raffaele Di Gennaro et Filip Stankovic qui revient de prêt, d'ailleurs qui était blessé, qui était en prêt à Venise. Un Sommer qui coûte sur le bilan 6 millions, 6 millions et quelques, 5 millions et quelques pour Josep Martinez, 277 000 pour Di Gennaro et 648 000 pour Filip Stankovic. Écoute, Loïc, je vais te laisser commencer. Sur le poste de gardien de but, qu'est-ce qu'on fait? Qui est-ce qu'on garde? Qui est-ce qu'on fait partir? Et si départ, qui est-ce qu'on fait venir? Bah, je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'aurais envie de dire on touche pas. Yann Sommer, il lui reste un an de contrat, il est très peu probable qu'il soit prolongé parce que comme tu le disais, il a 36 ans, il est assez vieux et le plan, on va dire, il date déjà de l'année dernière, c'est de faire de Joseph Martinez le numéro un à terme. Là, on lui a donné effectivement profiter des blessures de Yann Sommer cette saison et de la rotation pour lui donner un peu de temps de jeu. Moi, j'ai trouvé qu'il était performant, Joseph Martinez, les fois où on a eu besoin de faire appel à lui. Donc, je le garderai en backup. Je garderai Sommer parce qu'encore une fois, je pense qu'il est clairement encore au niveau. Les 5 buts qu'il a encaissés en finale de Champions, pour moi, sont pas comment dire, sont pas des reproches Problématique? faits. Voilà, non, mais, enfin problématique, c'est problématique globalement de les avoir encaissés ces 5 Oui, buts. oui, Mais mais tu je veux vois ce que dire, je veux dire, je pense pas que ce soit. c'est pas un malus, c'est pas un malus pour Sommer en lui-même, c'est pas de Moi, je sa sais pas ce que faute. t'en penses, En soi, mais il a je l'ai pas trouvé vraiment à Oui, blâmer sur tous les prend des buts. tirs à bout Bon, portant. Ouais, il prend des tirs à bout oui, et portant. Donc, puis quand tu prends c'est ça. Kvaratskhelia à 2 mètres de toi, Voilà, il fait partie du naufrage collectif, mais bon, pour moi, il faut pas oublier encore une fois ce qu'il a fait face au Barça et ce qu'il a fait tout au long de la compétition. Et pour moi, le problème est plus défensif, ça l'englobe aussi, mais il est moins porté sur sa personne. Donc là, sur les gardiens, j'ai envie de te dire, je laisserai comme ça, je toucherai à rien. Bon, Di Gennaro, après, voilà, peu importe, hein, qu'il soit troisième gardien ou que ce soit Filip Stankovic. Moi, j'avoue que Filip Stankovic, je vois beaucoup de potentiel et son passage à Venise, notamment, a montré qu'il avait ce potentiel. Donc peut-être le garder encore sous le coude et éventuellement le prêter pour voir où ça en est. C'est encore un jeune gardien. Ouais, j'aurais tendance à être ISO, moi, sur les gardiens. ok, donc en sachant que d'ailleurs, précision, Di Gennaro est en fin de contrat cet été au 30 juin et Filip Stankovic est en fin de contrat en 2027 sur le troisième gardien. Est-ce que tu laisses partir Di Gennaro et tu gardes Stankovic ou alors est-ce que tu prêtes Stankovic, tu prolonges, on va dire, d'une année supplémentaire Di Gennaro? Ouais, écoute, moi, je prolongerai Di Gennaro d'une année supplémentaire. C'est pas pour ce qu'il pèse hein, sur la masse salariale de l'Inter. Apparemment, c'est un bon gars en plus. Voilà, c'est un mec qui a un bon esprit, tout ça. Et bon, on va pas se mentir, le rôle de troisième gardien, il est quand même assez limité, hein, on va dire, surtout côté Inter. Donc ouais, je prêterai Stankovic et puis je garderai Di Gennaro. Allez, eh ben écoute, parfait, je te suis sur le raisonnement. Yann Sommer, je le garde jusqu'à la saison d'après. C'est clairement pas un poste sur lequel il faut investir, en tout cas pour le moment. Joseph Martinez, Non, clairement pas. Ouais. il a apporté ses garanties. Et pareil, je garde Rafael Di Gennaro pour une prolongation d'une saison au salaire similaire. Par contre, moi, là où je diffère, moi, pour commencer déjà à faire rentrer un peu d'argent, je vendrais Stankovic avec la très bonne saison qu'il a fait à Venise, mais avec la petite clause à la Fabienne, on va appeler ça comme ça, une Ouais, clause de ouais. rachat sur les 2 prochaines saisons d'une valeur du double du prix. Donc moi, vu que je pense que Venise voulait mettre à peu près 5 millions d'euros sur Stankovic, je pense qu'on peut le vendre à 5-6 millions d'euros et exercer et mettre une clause de rachat qui est valable en 2026 et en 2027 pour une dizaine de millions d'euros. Comme ça, on se garde quand même une marge de sécurité si des choses arrivent. Parce qu'encore une fois, il a que 23 ans, Stankovic, donc je Mhm. partirais sur un truc comme ça et que ça ferait déjà rentrer 5 millions d'euros en plus. Ouais, why not, effectivement. La défense centrale, on a pas mal de monde déjà. Alors, on a Alessandro Bastoni, fin de contrat en 2028, Benjamin Pavard en 2028, Yann Bissek en 2029, Francesco Acerbi en 2026 avec une clause de 500 000 euros pour rompre le contrat cet été, Stéphane De Vrij 2025,
et les retours de prêt de Thomas Palacios, fin de contrat en 2029, Fontana Rosa 2027 et Zino Wijnaldum 2026 et Giacomo Stabile qui avait effectué quelques apparitions au moins déjà dans le groupe, qui a 20 ans, qui est en fin de contrat en 2028, qui vient de la Primavera. Ça fait beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ce beau monde aussi, Loïc? Bah, pour moi, en plus, c'est le chantier le plus important. Tu vois, pour moi, c'est vraiment là le point faible de l'Inter. Paradoxalement, tu vois, sur la phase de qualif de Champions, on disait qu'on était la meilleure équipe, la plus solide. On avait encaissé qu'un seul but, je crois, contre Leverkusen, il me semble. Donc la défense était louée. On disait oui, l'Inter est solide en défense. C'était un peu en trompe-l'œil. On l'a vu en Serie A. On a pris beaucoup de buts. On a pris beaucoup de buts dans les derniers instants aussi. Et c'est ce qui faisait la force de l'Inter la saison précédente, celle du 20e Scudetto. Et là vraiment c'est ce qui a fait à mon sens c'est ce qui a fait défaut, ça souffre beaucoup trop. Donc on va partir du principe qu'on va rester en 3-5-2, le schéma préférentiel de l'Inter donc depuis Conte. On va donc Kivu va le perpétuer ce 3-5-2. Donc en gros il te faut 6 défenseurs puisque tu as les 3 titulaires et puis tu en as 3 remplaçants. Effectivement, que faire parmi tous les mecs que tu as cités? Moi, j'avoue que pour moi, il y en a un qui est intouchable, c'est Bastoni. Ça, il y a pas de délire là-dessus. C'est peut-être le joueur celui que tu peux valoriser le plus dans l'effectif. Mais pour moi, si tu t'en sépares, bon, bah, autant là, pour le coup, avouer que tu rentres dans un cycle, non plus pour être compétitif, mais juste pour faire de l'oseille. Donc ça me dérange. Bastoni, donc, je garde. Je garderai aussi, Benjamin Pavard, qui, pour moi, le seul bémol, c'est plutôt ses blessures, le fait qu'il en ait quand même eu pas mal. Mais pour moi, sa saison est quand même réussie. J'aurais tendance aussi à garder Bissek, même si effectivement c'est un des joueurs que tu peux valoriser le plus. Mais pour moi, il pèse pas tant par le salaire. Il pèse pas si lourd que ça. Et c'est un joueur à fort potentiel. Et c'est un joueur pour moi dont les prestations, même s'il a quelques petits des fois des petits moments où tu sens que voilà c'est compliqué. On va dire que la lumière s'éteint et puis hop elle se rallume, mais bon c'est trop tard. Mais ça c'est encore c'est aussi le caractéristique des joueurs aussi jeunes que lui, hein. Je rappelle qu'il a que 24 ans. Et je garderai aussi Francesco Acerbi. Pourquoi? Parce que Francesco Acerbi, il lui reste 1 an de contrat. Je pense qu'en backup, il a montré encore une fois, faut pas tout effacer malgré la prestation abominable en finale de Champions, le fait qu'il n'ait pas vu le jour. Voilà, il a livré des grosses prestats, notamment contre le Barça en demi. C'est été loin d'être le défenseur le moins fiable, au contraire, cette saison pour nous. Donc j'aurais tendance à le garder. Et puis après, bah, tout le reste, tu vois, hein, Stéphane De Vrij, je sais pas ce qu'il en est parce qu'il est censé être en fin de contrat, mais il est toujours là. Donc là, j'avoue que je sais pas trop. De Le ce mec, que j'ai compris, il le garde au moins jusqu'à la Coupe du Monde des clubs et il a une option supplémentaire pour prolonger qui, en tout cas, des informations que j'ai vues, n'a toujours pas été activée. Donc il y a une option, mais qui n'a non, toujours pas été activée. Donc il reste au moins jusqu'à la fin de la Coupe du Monde des clubs. écoute, j'espère que ce sera l'heure des adieux parce que Stéphane De Vrij, il est plus titulaire, on va pas se mentir. Il a perdu sa place maintenant au profit d'Acerbi. Il pèse très lourd dans la masse salariale, hein. Je crois que tu as noté c'est 7 millions de salaire, donc c'est le deuxième défenseur le mieux rémunéré après Bastoni. Et sauf que voilà, les prestations vont pas du tout avec le salaire. Donc c'est un joueur que j'aime beaucoup, De Vrij, c'est pas le problème. Mais là, tu peux pas te permettre de garder un mec qui pèse aussi lourd dans ta rotation. Et là, il faut faire intervenir justement soit des jeunes, soit des recrues. Moi, j'avoue que c'est le poste que je ciblerais en numéro 1 pour les recrues. Et puis après, pour tout ce qui est des jeunes, les Palacios, Fontana Rosa, Van Eusden, Stabile, bon, ça part en prêt ou en tout cas, ça peut pas rentrer dans la rotation de ce qu'on a vu de Palacio, c'est trop limité. Et puis pour les autres, bon, Van Eusden, je crois qu'il a été prêté, il va bientôt battre le record du nombre de fois où il a été prêté. Et puis Fontana Rosa, les peu d'apparitions qu'il a fait, le pauvre sous Inzaghi, c'était pas. Là, je crois qu'il était prêté en série B ou en série C. C'est Ça. encore trop léger, ça. Et du coup, sur les 4 derniers, alors, on t'avait dit du coup, pour un prêt pour Giacomo Stabile, la Primavera. Pour Thomas Palacios, Fontana Rosa et Van Eusden, est-ce que, alors bon, en plus Van Eusden, techniquement, c'est soit une vente, soit une prolongation parce que c'est un contrat en 2026, mais pour Fontana Rosa et Palacios qui ont encore des contrats
un peu plus long. Est-ce que c'est des prêts en essayant de voir un peu ce qu'ils peuvent valoir, par exemple comme Palacios qui arrive d'Argentine, alors contexte compliqué, tout ça, même à Monza, il y a eu des difficultés à s'imposer, ou alors est-ce que pour Palacios, tu essayes de voir par exemple une sorte de prêt avec option ou obligation d'achat dans un club allemand, dans un club de Liga, quelque chose comme ça, ou est-ce que tu dis on fait juste un prêt sec pour voir une saison de Ah, plus dans un autre club, pour voir le contexte, pour essayer de comprendre un peu la situation? le problème, oui, j'aurais tendance à être d'accord avec toi, Karim, mais le problème, c'est que Palacios, franchement, la saison qu'il fait, je sais pas si tu auras beaucoup de monde qui va venir te proposer de te l'acheter, quoi, même avec un prêt avec option d'achat. Je veux dire, c'est un joueur qui a encore un contrat à longue durée. Je sais pas si l'objectif de l'Inter, c'est de le faire sortir définitivement ou s'il compte encore sur lui. Mais je me dis que là, je vois pas trop d'autres options. Je vois pas quel pigeon viendrait investir sur Palacios vu la saison qu'il a fait. Donc là, on sait que les clubs anglais étaient Il y avait des gros Francfort pigeons qui à ce était dessus, niveau-là. enfin, c'était le club le plus intéressé, Francfort, il y a Ouais, quelques bah semaines. après, tant mieux. Moi, personnellement, bon, je suis pas, enfin, je vois pas ce gars-là comme étant potentiellement un titulaire en puissance, même à l'avenir. Donc, j'avoue que j'irais plus sur un profil, encore une fois, très jeune, mais beaucoup plus, comment dire, avec beaucoup plus de potentiel à Giovanni Leoni, tu vois, de Parme, par exemple. Après, c'est pas le même coup, mais si tu veux t'inscrire dans la durée et si tu veux renouveler aussi ta défense centrale, pour moi, ça fait partie des profils sur lesquels je miserais, quitte à investir davantage que Palacios, sur lequel je pense que, à part un prêt, tu peux pas faire grand-chose en l'état, je parle. Je dis pas la saison prochaine, ça va peut-être changer. Pour Van Eusden, tu te disais, de toute façon, c'est soit il part, il sera pas prêté, probablement, puisqu'il est en contrat en 2026. Mais bon, à son âge et avec tous les prêts consécutifs qu'il a fait, s'il avait eu sa place dans le club, euh, il aurait déjà, il aurait déjà prouvé. Mm. Et justement, comme ça, en même temps, je donnerai mes pistes de mon côté. Tes pistes pour donc remplacer, alors évidemment, du coup, ça semble du coup plus remplacer le départ libre de Stéphane De Vrij, donc, qui libérera 7 millions sur le coût de l'équipe, en sachant que même si tu fais même partie en plus de Wijnaldum, tu libères 3 millions en plus. Donc là, techniquement, tu peux te permettre d'avoir pas un budget mercato, mais une sorte de budget d'équipe. Tu as 10 millions d'euros aussi pour la recrue en défense centrale. Sur quelle piste tu partirais, toi, Loïc, pour renforcer Moi, je te dis, ce poste crucial? c'est le petit Léonie de Parme. Hein. J'avoue que voilà, après il y a à peu près la terre entière qui est dessus. L'avantage, encore une fois, c'est que il pourrait retrouver Kivu qu'il a côtoyé donc en cette année 2025 à l'Inter, joueur à fort potentiel, 18 ans, titulaire à Parme, c'est pas rien. On sait que pour jouer en Serie A entre 19 et 24 ans dans les clubs, on va dire les grands clubs de Serie A, c'est pas évident. Donc oui, après, évidemment, c'est cher, c'est très cher. Et il faudrait sans doute arriver à un montage financier du style, voilà, on prend Léonie et derrière, il y a un de nos jeunes qui part, qui va dans l'autre sens. Donc après, on n'est pas bête non plus. Hein, ils prendront pas n'importe qui. Je pense pas qu'ils prennent Palacios, tu vois, par exemple, ou Fontana Rossa. Je pense qu'ils iraient plus sur du Carboni ou du Esposito. Bon, après, est-ce que tu sacrifies l'un pour l'autre? Ça, je sais pas. Mais pour moi, effectivement, le chantier de la défense centrale, il est primordial. Parce que là, avec, on va dire, Bissek, Pavard et Bastoni, voire Acerbi, tu as une défense, mais t'as pas une défense avec un backup suffisant pour toutes les échéances. Alors ok, derrière, si tu gardes Carlo Augusto, tu peux le mettre aussi en défense centrale. Si tu gardes Matteo Darmian, tu peux aussi le mettre en défense centrale, mais ce ne sont pas des solutions pérennes, à mon sens. Ouais, moi, j'avoue que je mettrais un peu, entre guillemets, all-in sur le chantier défensif, sachant que à mon sens, tu peux dégraisser aussi dans les autres secteurs de jeu pour justement essayer d'aller sur un défenseur vraiment avec beaucoup de potentiel. Ben, je te rejoins là-dessus parce que dans mon équipe, moi, du coup, j'avais évidemment gardé Bastoni, Benjamin Pavard. Moi, j'avais fait l'inverse. Tu as décidé de faire partir de Roy. Moi, j'ai préféré faire partir Acerbi qui t'a lâché une indemnité de 500 000 euros pour rompre son contrat à un an de la fin parce que Stéphane De Vrij a réussi à performer sous Ceno Spalletti.
Antonio Conte, Simone Inzaghi, donc il a su s'adapter dans différents schémas, avec différents coachs, dans différentes manières de jouer. Et je pense que pour une last dance, comme on dit, une saison de plus avec son année en prolongation, je pense qu'en plus il est aussi plus jeune qu'Acerbi, je pense qu'il pourra il peut encore s'adapter une saison de plus avec Christian Kivou. Il a quand même aussi montré des bonnes choses cette saison, même il y a eu certaines défaillances comme Acerbi. Mais je pense qu'Acerbi est un joueur vraiment marqué Simone Inzaghi, puisque c'est presque le seul coach qu'il a connu, à part les 2 dernières années qu'il a fait à la Lazio, mais c'est le seul coach sur lequel il a vraiment performé au maximum de ses capacités. Et je pense aussi Ouais. que les blessures à répétition, ce qu'il a eu, l'histoire qu'il y a eu un peu avec la nationale aussi, tu sens vraiment quand même qu'il est beaucoup plus vraiment vers la fin, ou même, ouais, limite, j'attends peut-être, presque limite, en train d'attendre une possible retraite, internationalement à vie, mais Mhm. peut-être même une retraite du football, hein, on ne sait pas, parce que je trouve quand même vachement très épuisé par cette saison de foot. Et je pense, voilà, pour passer la page de Simone Inzaghi, je pense aussi que les joueurs Inzaghiesques, on va dire, doivent aussi quitter l'Inter pour permettre à Akivu aussi de travailler, je pense, aussi dans les meilleures conditions, et puis aussi pour permettre enfin, pas faire baisser le caractère de l'équipe, mais à Cherby, on a quand même une forte personnalité. C'est aussi Kivu Mhm. peut se faciliter un peu le vestiaire avec des joueurs, on va dire, un peu aussi plus jeunes, plus malléables, qui n'ont pas que des forts caractères, parce que lui, de base, même s'il a joué dans la grande Inter, il n'a pas géré encore ses grands caractères, donc pour lui faciliter. Je pars aussi sur la même piste que toi, Léonie. J'avais quand même mis au cas où une piste supplémentaire, au cas où Léonie c'est pas possible, qui coûterait un tout petit peu moins cher, parce que Léonie, j'avais évalué tout ça à peu près à 22 millions d'euros, plus si on peut rajouter Mhm. un Sebastiano Esposito, une piste similaire. J'avais pensé à Oumar Solé, Ouais, ouais, qui, ouais, ouais, ouais. de l'Udinese, qui pourrait aller se débaucher pour une somme de 18 à 20 millions d'euros, je pense. Mhm. Léonie coûterait moins cher sur le bilan parce qu'évidemment, moins gros salaire. Donc on serait à 6 millions de coûts d'impact, d'impact bilan sur Léonie pour 7 millions 500 pour Soleil. Donc voilà, on est quand même plutôt Mhm. raisonné, mais on rentre dans les fameux 10 millions d'euros que j'avais laissé en place Bien sûr, ouais. que j'avais laissé par rapport à Acerbi, plus les départs de Fontana, Rossa, Van Dijssen et tout. Donc on reste quand même encore dans cette certaine cohérence financière, Loïc. Ouais, non, complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ou Marcelet, on l'avait fait en plus dans le podcast RMC After Italy. C'est un mec qui est très ambitieux. C'est un mec qui justement voit l'Udinese comme un tremplin pour un plus grand club. Et effectivement, il a un profil qu'on n'a pas. Alors, on n'a pas. Acerbi avait un peu ce profil-là, tu vois, d'être capable de remonter le ballon, de remonter le bloc et tout. Mais Soleil, il a une présence en plus dans la surface adverse qui peut te faire un peu comme De Vrij à l'époque. Maintenant, il le fait moins, mais là, je n'aide pas. Mais tu vois, d'être capable d'apporter le danger dans la surface adverse. Donc oui, Soleil, donc clairement, très très bon profil, jeune en plus, beaucoup de potentiel. Donc oui, ça fait partie des profils qui seraient très intéressants, effectivement. Surtout que Soleil, plus que Léonie, a une vraie expérience du haut niveau. Et sur le reste de l'équipe en rapide, j'avais gardé Carlos Augusto en backup de Bastoni parce que je pense que ça va potentiellement se spécialiser là pour Carlos Augusto parce qu'il fait quand même des très bons matchs aussi dans cette défense à 3, tout autant que Piston. Et pour suppléer Pavard, Bissek et Darmian, je pense que ça sera suffisant pour ça. Darmian qui pourra, pour sa dernière année de contrat, se permettre de jouer quand même un peu moins notre vétéran italien. Et juste Euh, sur Bissek, Karim, parce que tu vois, il y a beaucoup enfin, ça revient beaucoup. Genre Bissek, c'est le gars qui a une valeur marchande qu'il faudrait vendre. Toi, t'en penses quoi? Tu te positionnes comment par rapport à Bissek? Tu vends ou tu vends pas? Moi, je pense pour le moment, je ne vends pas. J'ai mis d'autres personnes à vendre dans cette équipe. Pour moi, sur les valeurs marchandes communes, on va dire, donc c'est Fratesi et Bissek, grosso modo, ces grosses valeurs marchandes. J'en reparlerai après pour Fratesi, mais pour Bissek, moi, je garde une année supplémentaire parce que je pense déjà, ça, entre guillemets, ne peut que prendre de la valeur. Et puis avec ce rôle, avec Christian Kivou aussi, il peut peut-être voir peut-être un nouveau rôle aussi, hein. Est-ce que ce poste de libéraux un peu stopper agressif à Cherby, est-ce qu'il peut le devenir ou pas? Parce que je le vois peut-être plus d'avenir en libéraux qu'un Bastoni qui avait été testé à ce poste, où Bastoni vraiment c'est le côté gauche où il doit rester. Mm. Donc moi, je
préfère garder Bissek, quitte à investir, on va dire, plus light, entre guillemets, sur le marché, parce qu'on parle de joueurs, Soleil, Léoni, 15, entre 18 et 22 millions d'euros. Donc voilà, c'est important pour l'Inter ces dernières années parce que c'est pas des dépenses souvent faites, mais c'est quand même, on va Ouais, dire, plutôt light. Quand on voit un peu, on n'est pas allé chercher, on n'est pas allé débaucher, on va dire, un Ilias Zabardi de Bournemouth ou ouais. un Loukeba de Leipzig à 60 millions d'euros. Donc, Mm. je pense que Bissek une saison de plus, ça pourra pas lui faire de mal. Et comme j'ai dit, je pense qu'il peut encore prendre de la valeur l'année prochaine. Donc, si tu as vraiment envie. Après, j'ai toujours le truc. Donc, si vraiment l'offre dépasse ce qu'on peut en attendre, si vraiment quelqu'un arrive avec 80 millions 70 pour Bissek, là, le discours évidemment change différemment. Parce que là, c'est vraiment une Ouais, somme bien sûr. irrefusable. Mais s'ils arrivent juste avec 30-35 millions d'euros, je pense que l'Inter devrait refuser et attendre la saison prochaine. Ouais, c'est clair. On passe aux pistons, parce qu'on va garder les pistons pour un poste particulier. Alors, Loïc, on en a pas mal des pistons. On a Federico Di Marco, Denzel Dumfries, toujours Carlos Augusto, Nicolas Zalewski qui a été racheté officiellement aussi par l'Inter, Luis Enrique ainsi que Matteo Darmian qui peut toujours dépanner à ce poste pour nos amis pistons. Donc, Di Marco qui est en fin de contrat en 2027, Dumfries 2028. 2028 aussi pour Carlos Augusto, Matteo Darmian 2026 avec la clause à 500 000 euros pour rompre son contrat cet été, Zalewski jusqu'en 2030, Buchanan revient de près, Franco Carboni revient de près, et Matteo Cocchi qui a fait quelques matchs avec l'Inter en fin de saison pour cela. Le chantier des pistons, est-ce un chantier? L'Inter a commencé déjà à recruter à ce poste avec Luis Enrique. Qu'est-ce qu'il faut le faire sur ce poste? Qui est-ce qu'il faut faire partir? Qui est-ce qu'il faut prêter pour toi, Loïc? Bah écoute, pour moi, c'est bon. En fait, déjà, je garderai les deux pistons de la saison passée, Di Marco, Dumfries, par rapport à leur statut et à ce qu'ils apportent sur le terrain, même si Di Marco, effectivement, on est tous d'accord pour dire que ça a été beaucoup trop irrégulier cette saison. Dumfries, il m'a bluffé, franchement, et pourtant, hein, tu sais, je te l'avais dit lors du dernier podcast que j'avais quand même beaucoup de doutes à son égard, notamment sur son QI foot. Et le fait que voilà, à part faire des tout droits, il n'y avait pas grand chose. Et ben franchement, il m'a clairement fait fermer ma bouche parce que euh, il a été excellent, je trouve, cette saison, peut-être l'un des meilleurs, peut-être le seul que je sauverai peut-être de la finale, dans le comportement, tout ça. Donc, moi, j'y touche pas en tant que titulaire. Après, en tant que backup, donc comme tu l'as dit, bah, on a recruté, hein, parce que Nicolas Zalewski, donc du coup, l'option a été levée. Pour moi, j'aime beaucoup le joueur. D'ailleurs, je comprends pas que la Roma l'ait laissé partir pour aussi peu cher. C'est très très bizarre, l'enfant du club en plus. J'aime bien son comportement, j'aime bien son style de jeu, c'est un dribbleur. On en a trop peu dans notre club des dribbleurs. Euh, et il a montré, encore une fois, sur les 6 mois où il a été prêté, qu'il était là, il a eu donné de l'impact quand il rentrait. Franchement, c'est super backup, même peut-être plus de temps en temps, surtout quand Di Marco est pas en forme. Donc, Zaleski, je kiffe et je suis ravi qu'il soit au club de manière définitive. Et Luis Enrique, alors Luis Enrique, je suis très circonspect. Je trouve que c'est très cher, 25 millions pour un mec comme lui. Après, l'avantage, effectivement, c'est que là aussi, il a un profil qu'on n'avait pas, un profil percutant, dribbleur, qu'il est polyvalent. Il peut jouer à la fois à droite et à gauche, sachant que c'est à l'OM, c'est à gauche qu'il a été le plus performant en termes du passe D. Donc voilà, après c'est un profil jeune, on l'a acheté, de toute façon maintenant c'est réglé. Donc lui a cette capacité de jouer des deux côtés, donc je trouve ça très intéressant. Après, alors là, tu me poses une colle sur Carlos Augusto parce que je suis pas fan, vraiment pas fan. Je l'ai jamais été, et je suis pas monté dans le train et j'arrive pas à monter dedans. Mais malgré tout, il rend des services, tu l'as dit, et lui aussi il peut jouer à plusieurs postes, piston gauche et défenseur central gauche de la défense à 3. Donc comme dans ce que j'ai dit tout à l'heure, je garderais Bastoni, Cherby, Pavard, Bissek et que je rajouterais, on va dire, un Léoni. Il me manquerait un sixième défenseur pour faire le backup. Donc à ce moment-là, je garderais peut-être Carlos Augusto. En ce qui concerne Matteo Darmian, je l'aime d'amour. C'est un joueur que j'admire beaucoup de par le fait qu'il a changé. C'est un vrai soldat, c'est un vrai guerrier. Mais là, je pense qu'on est arrivé à la fin de l'histoire. Alors est-ce qu'il faut payer les 500 000 balles d'indemnité qui est prévue pour les joueurs qui ont dépassé 30 ans pour pouvoir se séparer avant la fin du contrat? Je ne sais pas, parce que comme tu l'as dit, on n'a pas non plus les poches pleines.
et il faut faire attention à chaque euro dépensé. En revanche, je vois plus Darmian euh, dans la rotation. Pour Buchanan, n'en parlons même pas, ça s'en va. Franco Carboni aussi, et Matteo Cocchi, bon, voilà, il est jeune, on peut le prêter ou il peut jouer avec la réserve. Donc, j'ai du mal à l'imaginer aussi une place dans le 11. Eh ben, moi, je te rejoins sur pas mal de points. J'avais gardé Di Marco avec un suppléant Carlos Augusto et Zaleski. Zaleski, en plus, qui a montré un peu ce poste des trequartistas ou Inzaghi. J'aimerais bien savoir comment qui joue, qui a vu ça justement, va réfléchir pour la saison prochaine. Dumfries, Luis Enrique, Matteo Darmian, je garde aussi tout ça. Luis Enrique, je comprends sur le prix, parce que moi je trouve aussi c'est vrai, on s'est pas fait arnaquer par l'OM, mais on n'a pas fait une bonne affaire. Pour moi, 20 millions Ouais, d'euros, voilà, ça aurait été c'est ça. un bon prix. Ça aurait été plus une bonne affaire, entre guillemets, financière de notre côté. 30 millions, on se serait fait pigeonner. 25, ou Ouais. 22 bonus, on est dans l'entre-deux. On a fait une affaire. Ni bonne, ni mauvaise. Je pense qu'on est vraiment dans le juste milieu. Après, sur le Mhm. joueur, j'aurais été beaucoup plus emballé avec Simone Inzaghi parce que je pense qu'il aurait pu vraiment faire quelque chose de très bien. Avec Christian Kivu, on n'a pas encore vu transformer littéralement encore des joueurs sur une ou deux saisons, donc on ne connaît pas encore ce capacité. Mais j'ai envie de me laisser tenter, j'ai envie d'y croire, j'ai envie Mhm. de me dire que ça peut vraiment marcher, ça peut être intéressant. Il y a ce côté de potentiellement un jour repasser en 4-3-3 qui peut marcher. Sous De Zerbi, ça a pu Ouais. marcher aussi. Donc les entraîneurs comme ça qui bossent, ça a marché sous lui. Luis Enrique, je suis quand même de base le transfert m'a toujours entre guillemets rendu positif depuis le départ en disant je crois quand même que le gars peut faire un truc intéressant chez nous. Ouais, je suis tout pareil. Et du coup, sur Buchanan, qu'est-ce que j'ai mis sur Buchanan et Carboni et Cookie? Ah oui, donc Buchanan, fin de contrat en 2028. J'ai mis vente à peu près sur les 10 millions d'euros, parce que c'était un peu moins que l'option d'achat de Villarreal, que Villarreal n'a pas levé. Donc je pense qu'à 10 millions Ouais, d'euros, tu peux trouver des acheteurs. Tu l'as acheté 7,5 millions, donc tu retombes sur tes pattes. En plus, il te coûte 4,5 c'est millions, ça. ça te libère encore de l'espace sur ce coup de l'équipe. Franco Carboni, j'ai aussi tablé sur une vente à 500 000 euros à peu près. Que là, il est en fin de contrat en 2027. Échoué à Venise, donc je pense que voilà, une vente définitive. Après, je n'avais pas trop l'utilité vraiment de le reprêter, donc je pense qu'une vente à 500 000 euros à peu près, ça permettra toujours de libérer un peu de place. Et notre ami Koki, j'ai mis un prêt. Son agent avait demandé, son agent entre guillemets ne veut pas qu'il aille jouer les 23. Il le considère déjà prêt pour jouer en série B, fin de série A, et, et envisage aussi des options à l'étranger. Donc, je pense quand même pour Koki, je privilégierais plus voilà, haute série B, fin de série A, plus haute série B d'abord. Comme ça, voilà, Mhm. des équipes voilà, potentiellement comme Monza, voilà, des équipes Palerme, voilà, ce genre d'équipes un peu qui peuvent Mhm. se battre Ouais, bien pour une sûr. montée en série A, je pense. L'étranger, ça peut très bien marcher. Il peut aller faire un prêt dans une équipe de relégation en Bundesliga Ouais, mais et regarde, on faire avait vu une avec bonne stock. Casadei, c'est un peu juste quand même à cet âge-là pour Ouais, partir. et Je puis sais ouais, les pas. Italiens, et puis on sait qu'il y a quand même cette attache aussi à l'Italie pour les Italiens. Ouais, Donc je pense que Serie B lui irait déjà très bien. Il vient de la Primavera, clairement. ne pas entre guillemets voir trop haut, trop beau entre guillemets. Donc je pense que ça devrait lui suffire. Donc les pistons, on a passé. Ah, le milieu de terrain. C'est un beau chantier, belle zone d'interrogation aussi. On a pas mal de joueurs sous contrat au milieu de terrain. Nicolo Barella en fin de contrat en 2029, Hakan Çalhanoğlu qui est en fin de contrat en 2027, Henrik Mkhitaryan en 2026, lui aussi avec la clause de 500 000 euros, Davide Fratesi en fin de contrat en 2028, l'arrivée de Petar Susic, Christian Asleni en fin de contrat en 2028, Zilinski en fin de contrat en 2028 aussi, retour de prêt d'Akinson Miro et d'Aleksandar Stankovic, qui a été racheté d'ailleurs pour 1,7 million, il faudra le préciser dans les finances, dans le budget sortant. Le milieu de terrain, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a pas mal de rumeurs ces dernières heures, pour un certain milieu de terrain turc, Loïc, Henrik Mkhitaryan, bon, dans de ce qui a l'air se passer, qui vous compte sur lui, mais
on est dans notre mercato idéal, donc ça sera à nous de choisir pour la suite. David Efratesi aussi est une zone d'interrogation. Christian Aslani peut l'être aussi. Pas mal d'interrogations quand même sur ce milieu de terrain. Quel mouvement tu ferais, Loïc? Alors Barella, j'applique le même raisonnement qu'avec Bastoni, c'est-à-dire que pour moi c'est intouchable, tu peux pas le vendre, même si effectivement lui aussi aura pas fait sa meilleure saison, mais voilà, ça reste le taulier du milieu de terrain. Donc évidemment je garde. Sur Çalhanoğlu, moi je garde aussi parce qu'en fait Çalhanoğlu effectivement, mais comme beaucoup de joueurs de l'Inter, il fait une fin de saison, il vit une fin de saison difficile, il est clairement pas au niveau, mais va trouver un meilleur tireur de coups de pied arrêtés en Europe. Il n'y en a pas beaucoup qui sont aussi bons que lui, aussi réprochables sur penalty. Et ça reste un leader. Ça reste un leader. Il a que 31 ans. C'est pas non plus un vieux. Alors certes, voilà, il pèse aussi lourd dans la masse salariale, mais pour moi, je le vois encore comme un titulaire indiscutable de cette équipe. Après, pour Mkhitaryan, là, non, effectivement, j'aurais tendance à dire que le poids de l'âge commence vraiment à se faire trop sentir. Il a, en fait, tu peux plus lui faire enchaîner des matchs à 90 minutes à Mkhitaryan, c'est pas possible. Donc après, ça reste un footballeur de grand talent avec un comportement exemplaire, un leader aussi. Donc je le garderai, mais en backup. À sa place, je mettrais Fratesi titulaire. Fratesi, là, visiblement, bon, comme le départ d'Inzaghi a été acté, bah, lui a dit qu'il allait rester. Donc moi, je suis plutôt content parce que c'est un joueur qui a un fort potentiel, qui a pas encore effectivement eu des prestats où tu t'es dit ouais lui il faut qu'il soit titulaire. Il a pas réussi à déloger les trois titulaires indiscutables. Mais je pense que voilà, si on lui donne le temps de jeu nécessaire, ça reste c'est un international italien. Il est dans la force de l'âge. Il sait marquer, faire marquer. Donc non, Fratesi, ouais, je le garde clairement. Après le petit Petar Sucic, ben, on va voir. J'avoue que c'est un joueur que je ne connais pas plus que au-delà de son nom, que j'ai pas vu jouer. Donc là, on pourra avoir joué au mondial des clubs. Effectivement, apparemment, en plus, Kivou compte lui donner pas mal de temps de jeu. Donc j'ai hâte de voir. Pour moi, 14 millions. Bon, en plus, ça a été investi déjà, ça a été officialisé l'hiver dernier. Donc c'est plutôt correct, on va dire, comme indemnité de transfert pour un joueur de 21 ans qui a un fort potentiel. Et puis bah derrière, il reste un poste, hein, si on joue toujours avec un milieu à 3. Qui joue entre Aslani et Zelinski. Et là, bah, mon cœur balance parce que déjà j'ai aucun affect ni pour l'un ni pour l'autre. Aslani, pour moi, enfin, on nous le présentait, et certains disent encore oui, mais c'est un crack, il a un potentiel de dingue. Mais je suis désolé, ce potentiel, moi je l'ai jamais vu. C'est assez terrible, mais c'est un mec qui, à mon sens, ne progresse pas. Je vois pas de progression entre le Aslani d'il y a 3 ans et celui d'aujourd'hui. Mais voilà, ça reste un jeune joueur. Comme tu l'as dit, il y a un nouvel entraîneur qui va arriver. Il y aura peut-être davantage de temps de jeu aussi avec si Mkhitaryan se met un petit peu en retrait. Et Zelinski, alors lui, c'est plus par rapport au coût en fait qui pèse dans ce milieu de terrain. C'est un mec qui a quand même un salaire énorme, le troisième salaire le plus élevé chez les milieux actions, pour un rendement qui est quasi nul. Mais après, voilà, en termes de performance, j'aurais plus confiance en Zelinski qu'à Aslani quand même, malgré tout. Forcément, il n'y a pas, c'est pas le même profil. Hein. Là, t'es face à un mec qui est confirmé, un joueur d'expérience contre un joueur, on va dire, qui est plutôt lui un grand espoir. Donc là, je t'avoue, Karim, je sais pas trop quoi dire. Euh, qui garder d'Aslani ou de Zelinski? J'aurais envie d'en garder aucun. De pêche les deux, mais bon, après, derrière, il n'y a pas forcément mieux, sachant que les mecs que tu as évoqué, Akinson Miro et Stankovic, pour moi, voilà, ça ne peut pas rentrer dans la conversation sur la votation, c'est encore trop léger. Donc voilà, j'avoue que j'ai pas encore pris ma décision. Peut-être tu vas m'aider. Bah écoute, moi sur le mercato, déjà j'ai pris une décision radicale. Euh, Toi, tu vends à Cannes, toi. je fais partir et Hakan Çalhanoğlu et Henrikh Mkhitaryan. Ok. Alors je sais, c'est gros,
Et je sais que, mine de rien, ça va être compliqué parce que tu fait partir deux cadres majeurs, mais pour deux raisons différentes. Pour moi, Çalhanoğlu, c'est le moment ou jamais. Tu ne trouveras pas. Si, attention, moi je précise bien, c'est Çalhanoğlu à minimum 30 millions d'euros. En dessous de 30 millions d'euros, tu commences à aller à 15 millions d'euros comme Brozovic et tout, ça reste, ça Ouais. sert à rien de. Moi, je dis à minimum 30 millions d'euros. À 30 millions d'euros, plus les 12 millions d'euros économisés sur l'impact financier, notamment son salaire, pour moi, ça fait partir parce que je pense qu'il y a eu un but qui a été achevé avec le Scudetto, la deuxième étoile face à Milan, tout ça, entre guillemets. Je pense qu'il y a un but qui a été atteint. Et on a vu cette saison dernière, même déjà il y a eu pas mal de blessures, et surtout même le Çalhanoğlu qu'on a vu qui était sur le terrain, c'est pas le Çalhanoğlu que j'ai vu il y a deux Non, c'est ans, vrai, c'est vrai. qui était beaucoup plus dominant, qui était bien meilleur, qui est plus agressif, qui était bien plus dominant aussi face à son adversaire direct. Là, je le sens dépassé et comme tout le monde, il a sombré en finale, mais cette finale, c'est vraiment un gros malus aussi qui impacte aussi ma décision où il s'est caché. Et on a fait le podcast justement sur cette bilan de saison et moi j'ai reproché à Barella aussi cette finale. Pour moi, le vice-capitaine ne doit pas faire des prestations pareilles en finale de Ligue des Champions parce que ça a été vraiment pas bon. Ah oui, oui. Mais Çalhanoğlu prend aussi sa part et pour moi c'est ça le pire, c'est qu'il s'est caché. Je l'ai jamais vu essayer j'ai vu Dumfries qui essayait de dépasser Nuno Mendes mais qui n'a pas réussi. J'ai vu Thuram qui essayait de garder des ballons mais qui n'a pas réussi. Çalhanoğlu, je l'ai pas vu essayer de ressortir du pressing. Et ça, pour moi, c'est un gros Mhm. malus. Et quand le niveau s'élève, il y a eu pas mal de fois quand même cette situation où même en finale de Ligue des Champions contre City, on se souvient de Brozovic et de sa grande performance. On se souvient pas de Çalhanoğlu, malgré que la performance d'Inter était bonne dans l'ensemble. Mais Çalhanoğlu, il n'était pas parmi les 3, 4, 5 meilleurs joueurs de l'Inter contre City. Et il a été leur top 3, 4 des pires joueurs contre le Paris Saint-Germain. Donc, c'est deux gros malus qui sont impactés, plus l'aspect financier, plus tout ça. Et Mkhitaryan, parce que pour moi, c'est la même logique qu'Acerbi. C'est des joueurs Inzaghiesque, qui même si Mkhitaryan il a eu sa bonne saison à la Roma, qui justement moi me disait que bien, c'était un bon coup à faire sur le moment quand il arrive. Euh, je pense aussi que voilà, l'aventure touche à sa fin. Je pense aussi qu'il est exténué de sa saison, tout comme Francesco Acerbi. Je pense pas que lui, entre guillemets, comme Acerbi, il pourrait prendre sa retraite dès cet été. Je pense voilà une destination, même pas une destination exotique, quitte Arabie Saoudite ou aux États-Unis, mais même un club. Tu vois, par exemple, je dis une idée comme ça, un club de Ligue 1 pour un contrat d'un an, avec une année en option ou juste une année toute seule, tu vois, un petit club de Ligue 1 Mhm. qui se fait Ouais, Ligue des clairement. Champions, type, alors je dis pas qu'il faut qu'il aille là-bas, mais type Monaco, type Lille, type, voilà, peut-être pas Marseille, mais voilà, Monaco-Lille, je trouve que c'est quand même pas mal, ce genre un peu de destination, où voilà, où c'est un peu plus tranquille, où voilà, où il pourrait se permettre d'apporter aussi son expérience à ce genre d'équipe, voilà. Des équipes comme ça, de ce calibre-là, je pense que ça serait pas mal pour Mkhitaryan, au-delà de juste l'Arabie Saoudite ou les États-Unis. Ça serait pas mal pour finir sa carrière entre guillemets aussi en beauté parce que je pense qu'il a encore une saison au moins à donner pour le haut niveau, peut-être pas Oui. pour le top niveau, mais je pense qu'il a encore une saison à donner pour le haut niveau et qu'il peut rendre des services. Mais je pense que l'Inter, en tout cas moi l'Inter, je le ferai pas. Et du coup, Fratesi, je garde aussi parce que je pense que c'est le profil qu'on ne pourra pas retrouver sur le marché ou qui est trop cher à venir chercher. Et du coup, tu voulais que je tranche un peu sur le Aslani Zielinski. Alors, moi, Zielinski, sa zone, on m'a pas convaincu. Et il pèse lourd sur le bilan financier. Maintenant, j'ai fait partir Ouais. Çalhanoğlu Mkhitaryan. On n'est pas sur FIFA non plus, où on peut dégager toute la moitié d'un secteur et les remplacer. Donc, Zielinski, je veux attendre la saison prochaine. J'ai envie de voir un Zielinski sans blessure. Bon, ça commence mal, il est déjà blessé. Ouais, Mais c'est ça. mais j'ai envie de voir quand même Zelensky la saison prochaine. Et au pire, si ça marche pas l'année prochaine, les créer. Et par contre, moi, comme on dit, c'est bon. Ma patience a atteint ses limites avec Aslani. Il est arrivé depuis 2023, si je ne me trompe pas. Non, même pas. Non, Ouais, je 2022. crois que c'est sa troisième saison, non? 2022. Ouais, troisième Ouais, c'est ça, saison, ouais. 2022, puisque troisième saison. Arrivé en 2022, 22-23, 23-24, 24-25. À la fin de la saison, on voit deux bons matchs contre les AS Vérone et le Torino.
je pense que voilà, on peut encore en tirer. Je parlais, tu vois, de cote de Bissek. Bissek prendra encore sa cote l'année prochaine. Aslani, une saison de plus. Est-ce qu'on pourra toujours en tirer? Moi, j'en ai tiré sur mes ventes. J'en ai tiré combien à peu près? 15 millions d'euros, je crois. 15 millions d'euros. Ouais. Voilà. 15 millions d'euros plus 5 millions et 5 millions, presque 6 millions de libérés aussi sur le budget, c'est une économie en plus. On récupérera pas 15 millions de Christian Aslani, je pense, l'année prochaine. Une, Lui, son club parfait, je te le dis, je le sens. Alors, je sais pas si mon club parfait, et je pense que tu penses au même club que moi, Loïc. Elle se situe dans une ville de Florence. Alors Tu là, penses? si c'est pas un joueur fait pour la Fiorentina, alors moi j'arrête de suivre le foot. Je sais Franchement, pas, je t'avoue que Bologne pour aussi moi, peut-être, mais la Fiorentina, c'est le club parfait. C'est le club. je t'avoue que là, je suis tellement, en fait, déçu, tu vois, de ce gars-là qu'on nous vendait comme un crack, et que certains encore insistent en disant mais non, mais attendez quelques années, si ça se trouve oui, si ça se trouve c'est un mec, c'est un diesel, c'est un mec à démarrage lent, mais putain, il est vraiment dans son démarrage parce que là, je veux dire pour moi. Tu sais, il arrive d'Empoli. Pour moi, il a le niveau d'Empoli, vraiment. Hein, c'est pas lui faire offense, c'est que il a pas du tout, comment dire, matché Je pense les qu'il a, attentes jusqu'ici. Donc, il a le niveau pour de la Fiorentina, de Bologne. Moi, franchement, ouais, c'est ça. c'est un joueur pour Et ça. encore. Après, il y a et moi, notamment, je parlais avec certains qui défendent cette position, que je peux comprendre. C'est vrai que même s'il a joué à ce poste-là, c'est pas un Redista de base. Et c'est vrai que je suis d'accord avec ça. Tu le vois dans sa manière de truc, c'est pas un Redista de base, et c'est plus Non, un non. Mezzala. Ouais. Même en Mezzala, dans l'effectif qu'on a actuellement, je le mets même pas en Mezzala. Je mets d'autres Non, joueurs clairement. en lui en Mezzala. Pour moi, il n'a pas un niveau en Mezzala beaucoup tellement plus fort que tu dis, bon, quand même, il saute tel joueur, il saute Petar Susic, il saute X, il saute lui. Ouais, c'est Donc, ça. même avec ça, pour moi, il rentre pas dans ça. Donc, et puis, comme j'ai dit, il y a des fois, comme Tchahanoglu, il y a des moments, il faut saisir l'opportunité financière. 15 millions, tu les Hum, retrouveras. Tu les retrouveras pour moi, pas c'est l'année vrai. prochaine. C'est le bon moment. En plus, là, la Fiorentina a changé de coach. Il va y avoir 2-3 départs au milieu de terrain. J'ai vu qu'Adli retourne à Milan et tout. Donc, Adli retourne à Milan, oui. Donc, il y a une place, voilà, il y a une possibilité. Donc, je fais ça. Et pour finir aussi sur ça, donc, Kensen Miro, j'ai eu une prolongation plus près parce qu'il finit en fin de contrat en 2026. On verra ce que ça donne. Par contre, là aussi, j'ai tenté le risque. C'est le milieu de terrain où j'ai fait les plus grandes folies. Moi, dans mon squad d'effectifs, donc j'ai mis Barella, Susic en recrue. On va en parler juste après, Loïc, comme ça tu me diras tes pistes pour remplacer le possible départ de Mkhitaryan. Donc j'ai mis Barella, Susic, Fratesi, Zielinski. Et en doublure de ma sentinelle que je donnerai après, j'ai mis, et je prends beaucoup de risques, je sais, Aleksandar Stankovic, parce que je m'explique sur 2 points. En fait, cette décision est motivée par 2 trucs. Déjà, comme on dit, fallait abaisser le coût de l'équipe, et Stankovic, Hum. à part ce million 7 qu'il faudra amortir sur plusieurs années, donc c'est que chi. Et surtout pour moi, dans ce poste de regista, déjà il y a 2 choses. Déjà, pas sûr qu'on joue toujours en regista, parce que c'est qu'Inzaghi c'est 3-5-2, 3-5-2, 3-5-2, qui Ouais. vous, certes, c'était 3-5-2, mais c'était aussi 4-3-3, et qui dit qu'il ne pourra pas évoluer dans un 3-4-2-1, 3-4-1-2. Donc à ce niveau-là, tu n'as plus besoin de forcément un regista. Et Ouais. surtout, il y a ce Petar Susic qui est un peu un 6-8, qui pour le moment joue 8, mais qui j'ai vu là sur la Croatie ces derniers temps a commencé à prendre un poste un petit peu de regista à côté de Modric, mais avec limite des fois plus bas que Modric. Donc ça m'a intrigué ces matchs contre la Croatie. Je me dis et pourquoi pas. Et surtout, il y a un joueur où mine de rien, alors c'est Cédric Canales qu'on salue, on avait fait la réflexion et j'avais vu ça aussi passer par des interistes, enfin des supporters de l'Inter il y a quelques temps. Donc, je n'avais pas réfléchi plus que ça, mais je comprends le raisonnement. Est-ce qu'un joueur de l'effectif ne pourrait pas de nouveau se transformer en regista? Je nomme Nicolo Barella, Loïc, selon toi. Ouais. Ouais, ça peut, hein, bien sûr. Après, moi, tu sais, je trouve que effectivement le 3-5-2 a été, à mon sens, sublimé par Simone Inzaghi, mis en place par Conte, sublimé par Inzaghi, à tel point qu'effectivement, bon, on va dire que dans le jeu, si on met de côté la frustration du Scudetto raté, l'élimination en Coupe d'Italie et de la fessée prise en finale de Champions, en termes de jeu, moi, j'ai pourtant, enfin, ça fait un paquet d'années que je regarde le club. J'ai rarement vu un jeu aussi qualitatif. Je veux dire, des transitions, le jeu en triangle, la capacité à être d'une surface à l'autre en trois passes.
franchement, magnifique. Sauf que, et ça, effectivement, je te rejoins là-dessus, Karim, je trouve que plusieurs fois, dû aux blessures, on s'est dit, ah bah, Simone, il va être obligé de changer de schéma, il va être obligé de s'adapter. Et en fait, tu te rends compte qu'il s'adaptait jamais, il gardait toujours son 3-5-2. Alors attention, hein, je veux pas non plus caricaturer, c'est-à-dire 3-5-2, l'animation, enfin de base. Après, l'animation diffère, hein, évidemment. Hein. Tu te retrouves en 4-4-2 ou en 4-2-4, des fois, selon les phases offensives et tout. Là, je fais vraiment de la caricature, je parle du système de base. Et en fait, tu te dis que, effectivement, ça pourrait être intéressant des fois de voir des schémas un peu évolutifs, parce que voilà, ça reste des joueurs de foot, ils savent très bien jouer dans un cadre, mais ils savent aussi s'adapter à d'autres cadres. Et je suis d'accord, peut-être pourquoi pas revenir parfois à une défense à 4. En fait, simplement essayer d'être un peu plus pragmatique, et tu sais, au niveau de l'adversité, en fait. Il y a des fois, tu peux très bien jouer, enfin, tu joues à 3, en 3-5-2, des fois tu modules selon l'adversité. Ça te permet aussi d'avoir un petit côté imprévisible. Parce que nous, mine de rien, tu vois, nos adversaires savaient très bien comment on allait jouer. Alors après, des fois, ils n'arrivaient pas à nous stopper ou à trouver la faille pour autant. Mais moi, j'aime bien, j'avoue, ce côté un peu plus, ce que tu as évoqué par rapport à Kivu, ce côté souplesse tactique. Et encore une fois, c'est pas pour dire, je dis pas que Inzaghi ne faisait que du 3-5-2. Je dis juste que c'était son système de base et que voilà, il a un petit peu dogmatique, même à la Lazio, il avait ce système-là. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Inter le recrute, c'est pour être dans la continuité de Conte. Donc, ouais, j'avoue que pourquoi pas Barella à un nouveau poste, pourquoi pas effectivement faire un petit peu évoluer, avoir un mec qui soit vraiment derrière les deux attaquants. Ouais, ça peut être. Moi, j'aimerais voir ça en fait. J'aimerais voir ça et j'espère. Tu vois, on parlait de la Coupe du Monde des clubs qui va avoir potentiellement deux avantages. L'un, c'est si on va loin, bah, ça va nous permettre d'enflouer le budget et peut-être d'être un peu plus dosé un peu plus sur le mercato estival. Et l'autre, ça va être de faire des tests. Et j'ai hâte de voir des nouvelles choses, tu vois. Enfin, j'aimerais voir des nouvelles choses, des nouveaux systèmes, des nouveaux joueurs, voir un petit peu de nouveautés, quoi. Mm. Et oui, oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Le 3-5-2, c'est pas écrit de marbre. Je pense qu'avec Kivu, on aura plus de changements parce qu'à part le 3-4-2 qu'il a testé contre Torino en toute fin de saison, il n'a jamais changé de système Inzaghi. On partait toujours sur une base 3-5-2, tu identifiais toujours la même chose. Voilà. Après, l'animation, ça c'est autre chose, mais vraiment, je parle de formation d'équipe, où Ah oui, des oui, oui, entraîneurs ont c'était tout à varié, fait. mais formation d'équipe, 3-5-2 tout le temps. Donc là, il y aura des variations. Eh ben écoute, je donne d'abord ma recrue à la place de Çalhanoğlu, parce que du coup, moi, je recrute pas, entre guillemets, pour Mkhitaryan, parce que je rapatrie Stankovic. J'ai deux noms de deux, entre guillemets, coups différents. Déjà, ma piste numéro un pour le remplacer, et j'ai vu ça qui est évoqué du côté de l'Inter, et je suis allé du coup me pencher sur le joueur pour voir est-ce que ça valait vraiment le coup. Bah oui, du coup, ça valait vraiment le coup. Le fameux Angelo Stiller de Stuttgart, qui a été pisté par le Real Ok. Madrid, qui est voulu par quelques clubs européens. Alors, il va falloir lâcher du fric. Hein. Là, il va falloir lâcher de l'argent, puisque j'ai vu que Stuttgart ne le vendrait pas quand même, enfin le vendrait vers les sommes de 40 millions d'euros. Oula. Donc, alors après, c'est pour ça que j'ai fait partir d'ailleurs les deux joueurs et que j'ai remplacé Kapar Stiller qui a 24 ans. Alors du coup, à peu près en salaire brut, si j'ai doublé son salaire de Stuttgart, ça nous fait du 6 millions brut. Vu que ça sera un contrat de 5 ans, ça fait un amortissement de 8 fois 5, 40, donc ça fait 8 millions d'amortissement. Les 6 plus les Ok. 8, ça ferait un bilan de plus 14 millions d'euros. Alors là, on serait sur le haut du panier. Là, je crois que c'est même le joueur qui serait le plus gros en impact bilan, mais franchement, en ayant regardé le joueur, je me suis fait un avis un peu sur ce que les suiveurs de Bundesliga sont allés en dire. Même, il y a, vu que les Madrilènes étaient dessus, il y avait pas mal de Madrilènes qui avaient commencé un peu à faire des fiches sur le joueur, qui commençaient à en parler. Je pense que ça vaut ces 14 millions de bilan, ça vaut d'aller poser de l'argent sur Stiller. Il y avait d'autres pistes. Alors, j'ai vu Jungland, mais alors Jungland, là, on n'est vraiment pas sur FIFA parce que Jungland, le Ouais. Sporting, déjà, on demande déjà 50 millions. Mais attends, c'est pas fini. Parce que Loïc, le Sporting, tu sais que c'est nos grands copains depuis Joao Mario. Donc, Bien sûr. Vu l'histoire Joao Mario, bon, d'ailleurs, c'est même pas de On notre n'aura faute, jamais. je sais pas même pas compris pourquoi il nous en voulait, parce que c'est pas de notre faute si le joueur il a décidé de signer à Benfica. Mais bon, on n'a pas les meilleurs rapports du monde avec le Sporting, on dira. Clairement pas. Donc déjà que c'était 50 millions pour les autres, je pense même pas qu'il décroche le numéro, qu'il décroche le téléphone si C'est Marotta clair. appelle. Et ma solution à moindre coût, mais qui quand même
serait un petit peu coûteux. Ça serait Nicolo Fagioli de la Fiorentina d'ailleurs justement. Possiblement voir si Aslani peut rentrer dedans, mais qui a 24 ans et qui coûterait en impact bilan, si je me suis pas trompé, 10 millions d'euros à peu près, parce que j'ai mis une indemnité à 25 millions d'euros. Encore une fois, à voir si potentiellement avec Aslani, ça peut voir quelque chose. Donc c'est une piste alternative au cas où qui peut être pas mal. Fagioli dans ce poste-là aussi, qui est mine de rien sur les datas que je suis un peu allé consulter, a un profil qui est considéré comme un profil similaire à Çalhanoğlu. Donc je me Ouais. suis dit, bon, c'est ce qui peut être intéressant. Et j'ai une troisième piste, mais alors là, c'est vraiment s'il n'y a rien, si c'est vraiment la piste de la dernière chance. Beaucoup, un peu plus vieux, entre guillemets, 27 ans, qui est en fin de contrat en 2026, Xaver Schlager de Leipzig, qui, Ouais. euh, qui coûterait un peu moins de 10 millions d'euros, parce qu'il est en fin de contrat en 2026 et Leipzig pourrait le vendre à peu près sur cette somme-là. En plus, Leipzig qui n'est pas en Ligue des Champions l'année prochaine, qui n'est même pas d'ailleurs en Europa League, j'ai un doute. Donc voilà, on pourrait s'en tirer vers un impact bilan de 7 millions et demi. Donc voilà, mais bon, ça c'est vraiment la dernière piste. Si tout marche pas déjà sur la piste de Stiller et toi aussi pour le départ de Mkhitaryan et peut-être aussi de d'Aslani sur quel joueur tu aimerais tabler au milieu de terrain, Loïc. Alors Fagioli, je prends pas, clairement. Tu sais pourquoi? Parce que bon, il est accro au paris sportif. Tu sais, il était dans la même sauce que C'est un malus, Tonali. c'est Là. vrai. C'est vrai que c'est un malus. Donc là, pour moi, c'est rédhibitoire. Je prends pas un mec comme ça dans l'équipe. Après, les deux autres profils que t'as proposés, Stiller ou Schlager. Stiller, j'avoue, je connais pas assez. Après, il a une comment dire, Belle il cote. a que Très belle 24 cote. ans, il est jeune, ouais, ouais, très belle cote. Ça, c'est vraiment le genre de gars que tu peux bonifier. Alors après, voilà, comme tu as dit, le problème, c'est que Stuttgart, il y a beaucoup de très bons joueurs là-bas. Il y a la rumeur aussi en attaque de Nick Wolfmade qui a été qui a circulé là du côté de l'Inter aussi. Mais bon, enfin, le mec, voilà, il est déjà, à mon avis, hors de portée notre bourse. Après, Schlager, c'est pas mal parce que Schlager, t'es sur un entre-deux, t'es sur un mec qui effectivement a une très grosse expérience pour le coup, mais qui reste encore, tu vois, dans des euh, comment dire, dans des sphères qui, à mon sens, là pour le coup, sont à notre portée. On peut encore aller sur ce type de mec-là. Il a 27 ans. Il a encore, alors potentiel à 27 ans, c'est dur de dire un potentiel, mais tu vois, il a peut-être aussi ses plus belles années sont encore devant lui. Donc ouais, non, c'est des profils intéressants ceux que tu as cités. Je te dis à part Fagioli sur lequel je mets un red flag, mais pour des raisons extra sportives. Après, moi je te Mhm. dis par rapport à mon mercato, c'est pas le milieu sur lequel je vais chercher, c'est vraiment le secteur sur lequel je recrute pas. Moi, c'est la défense centrale, et après on le verra en attaque. Ah, donc tu restes du coup sur un Ken Çalhanoğlu, Barella, Fratesi, Susic, Zielinski. Tu restes avec Voilà, ça? c'est ça. Ouais, ouais, Ok. c'est ça. Je garde à peu près le même le même milieu de terrain, pardon, parce que pour moi, il n'est pas dysfonctionnel. Pour moi, c'est pas ce qui a pêché la saison dernière enfin, c'est pas, il y a pas eu, comme la défense nous a pas mis dedans à maintes reprises. Le milieu de terrain, lui, je l'ai trouvé plutôt fiable, même si, encore une fois, on l'a dit, on le répète, Çalhanoğlu, il y a eu, c'est clairement pas sa meilleure saison et surtout la fin de saison était très compliquée. Même si Mkhitaryan, il a fini rôti, bouilli, Besson après, moi, je le mettrais je le garderais, mais je le mettrais sur le banc. Et puis Barella, bon bah voilà, ça reste, tu l'as dit, vice-capitaine et tout, même s'il a pas, encore une fois, été toujours au top, ça reste un mec qui est capable de t'allumer la lumière à n'importe quel moment. Et puis par rapport à son implication aussi, je pense qu'il n'y a il y a rien à dire. Donc non, non, le milieu pour le coup, je toucherai pas. Sauf Mkhitaryan, du coup, t'avais dit, c'est ça? Ouais, Kitarméo que je mettrais sur le banc pour laisser de la place donc à Ah oui, donc Fratesi. vraiment, ah oui, d'accord. Donc là, il n'y en a pas un seul qui part du coup pour toi au milieu de terrain, même pas un Slani ou tu gardes le même milieu de terrain plus tu Si rajoutes un non, Susic. comme je te dis, si il faudrait que je fasse un choix entre Aslani et Zielinski.
à Zelinski que tu vendrais pas, sur lequel tu te ferais pas une grosse indemnité. En revanche, Aslani, c'est l'inverse. Comme tu disais, tu peux essayer de choper 15 millions. Après, ça va pas te faire une grosse différence sur la masse salariale parce que son salaire à Aslani, il est pas si important que ça. Mais pour moi, l'arrivée de Sucic vient, entre guillemets, t'apporter, comment dire, le renfort dont tu as besoin, sachant que je t'ai dit, je fais permuter juste Fratesi qui travaille. Donc là-dessus, non, franchement, c'est Ok. pas le milieu moi qui m'inquiète, c'est plus l'attaque pour enfin la défense centrale et l'attaque aussi où là il va vraiment falloir renforcer ça aussi. Et pour Alexander Stankovic aussi, parce que mine de rien, vu qu'on a quand même lâché 1,7 million pour le rapatrier, un nouveau prêt, est-ce que peut-être tu Ouais, as, un nouveau prêt, exactement. des clubs en particulier, tu te dis, ah, ça serait pas mal de l'envoyer dans ce club-là, ça peut être vraiment pas mal pour sa progression? Écoute, j'y ai pas réfléchi comme ça, là, tu me prends un peu au C'est dépourvu, mais Serie A moi, déjà ou étranger? alors, franchement, moi, encore une fois, pour moi, l'important à ces âges-là, étant parlé avec Koki, quand son agent te dit oui, machin, bas de série et tout, et en fait, l'important, c'est qu'il joue. Et on l'a vu avec Pio Esposito la saison passée avec Spezia, il faut qu'il joue, les mecs. Si c'est pour faire 5 matchs dans la saison, ça sert à rien. Donc, Serie A, bas de Serie A ou haut de Série B, qui engrainent des minutes. Pour Stankovic, voilà, il est jeune, il a 19 ans. Euh, bon, toi, tu le vois déjà peut-être avoir les épaules pour rentrer dans la rotation. Moi, j'ai un petit doute, mais par contre, effectivement, si tu le prêtes dans un petit club, dans un petit club de Serie A ou un club de Série B ambitieux, pour moi, l'important c'est qu'il engrange du temps de jeu. Et après, on se reposera la question. Il y a un contrat longue durée, je crois que tu avais noté 2028, donc bon, on se reposera la question l'été prochain. Et du coup, on passe au secteur qui va être assez peut-être cher, où il va falloir poser pas mal de sous, le secteur de l'attaque. L'attaque, la saison prochaine, est pour le moment composée de Lautaro Martinez, fin de contrat en 2029, plus grosse impact sur le bilan, puisque c'est 17 millions. Et du coup, on va s'arrêter là pour le podcast, les gars. La deuxième partie arrivera très bientôt, dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Ciao à tous.